Bonjour à tous déjà. Oui, donc je suis effectivement responsable cybersécurité pour Leroy Merlin France. J'ai prévu une présentation que je vais vous partager de suite et on va enchaîner sur celle-ci si ça vous convient. Et je te laisse la main, je coupe la mine. Dites-moi, est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est parfait de mon côté en tout cas. Super, allons-y alors. Ok, donc merci pour cette opportunité. Je vais vous parler un petit peu de la cybersécurité au cœur du retail et plus exactement au cœur d'un retailer dédié à ce qu'on appelle le DIY, le do it yourself, qui est plus représentatif que le côté bricolage tel qu'on l'entend en français. Donc tout d'abord, ce que je voulais, avant d'aller dans les aspects cybersécurité, je voulais d'abord vous parler du marché lui-même, parce que finalement le marché du bricolage, il est très particulier quand on évoque la notion de retail, hein, puisque finalement 90% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires se fait en physique, ça se fait à travers nos magasins. Nos clients ont une relation très tactile finalement avec les produits du bricolage. Quand on va aller acheter de quoi décorer sa maison ou construire, on a tendance à vouloir toucher, à voir, apprécier les couleurs avec nos yeux plutôt qu'à travers un écran. Et donc ce qui fait que au final le marché a été très peu drivé ces dernières années à travers de l'occupation de territoire et le fait d'être en proximité des différents clients habitants. Et pour autant, l'e-commerce a bien explosé. On a eu notre premier concurrent pure player qui s'appelle toujours Mano Mano et qui a décollé et qui continue à décoller. Ce qui fait que au final, au-delà du confinement, parce qu'il y avait dans l'introduction un petit peu du séminaire, il y avait une introduction par rapport à ce qu'a changé le confinement. Ce que je voulais évoquer avec vous déjà, c'est que même avant le confinement, nos concurrents principaux étaient d'ores et déjà des pure players digitaux. C'est-à-dire que finalement, oui, alors on a Monsieur Bricolage, Castorama, mais finalement, vis-à-vis en tout cas pour nous, Leroy Merlin, on était déjà à vouloir avoir nos concurrents AliExpress, Amazon comme les plus sérieux et lesquels c'est finalement des entreprises sur lesquelles on doit vraiment être attentif pour pouvoir éviter de louper un tournant particulièrement important. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que finalement, la plupart de nos abacs et la plupart de nos réflexions stratégiques étaient drivées autour de l'entrée en marché d'AliExpress sur certains de nos pays, la part de marché bricolage dans Amazon. Mais au-delà finalement de ces réflexions avant le confinement, on a eu finalement ce fameux Covid et le confinement qui a exacerbé les comportements de l'e-commerce sur le marché spécifique du bricolage. On s'est confronté à trois grands changements entre guillemets. Après, c'est rien de nouveau pour la plupart des retailers, hein, donc je vais faire la personne surprise alors que ça l'est pas. Mais déjà le premier, c'est la guerre de l'offre. On a dans le bricolage, on avait des stratégies très différentes, typiquement entre Castorama et Leroy Merlin, où finalement Castorama a recentré sa gamme sur finalement une offre très réduite, mais très compétitive en termes de prix. Là où nous, on a essayé au contraire de passer de 100 000 à 300 000 refs, donc on a augmenté notre offre. Quand on est arrivé en plus dans ce modèle de confinement avec une exacerbation de l'e-commerce, et ben en fait ça va pas assez vite. C'est-à-dire que 300 000 c'est même pas encore assez. Si on veut être à la hauteur d'une marketplace comme Amazon ou AliExpress, finalement l'offre limite peu importe le nombre de tondeuses qu'on a dans nos magasins, il faut toujours en avoir plus. D'où l'image. Le deuxième, c'est les prix. Là aussi, dans le marché spécifique du bricolage, ce qui va souvent compter, c'est plutôt la proximité. C'est-à-dire qu'un client habitant va naturellement aller sur son magasin qui est à côté de chez lui, parce que derrière, il doit ramener quand même les produits qu'il a achetés chez lui. Donc, la facilité de transport est un élément. Et donc, le prix est passé potentiellement en deuxième. En tout cas, dans la partie e-commerce, là, c'est plus du tout le cas. À partir du moment où le client s'est fait un avis sur un produit, il va faire un benchmark en quelques secondes sur Internet et acheter là où c'est le moins cher. Donc, on a du coup un pivot sur cet axe-là. Et au final, la guerre de la supply, bien sûr, être livré où je veux quand je veux, et si possible, si ça peut être demain matin, c'est mieux. Donc là, forcément, la capacité à délivrer à la porte du client
dans les 24 heures, c'est devenu absolument crucial, là où encore auparavant, on pouvait se permettre de mettre à disposition une cuisine complète un peu plus tard. Donc ces comportements-là ont été complètement exacerbés, notamment dû au confinement. Et heureusement, slash malheureusement, le changement est complètement irréversible. Il était déjà en marche, mais il s'est extrêmement accéléré. Le marché du bricolage, dans sa globalité, doit se transformer pour ne pas perdre la bataille des pure players. Elle est engagée et elle s'est accélérée. Et cette bataille, en fait, elle va essentiellement se gagner de manière technologique. C'est par la technologie qu'on va gagner la bataille des pure players e-commerce et notre transformation retail. Alors voilà, on peut en évoquer plusieurs, mais déjà la première et la plus importante quand on parle d'e-commerce, c'est le référencement web, le SEO. C'est assez intéressant parce qu'au final, quand on fait 90% du CA dans des mags, on s'était jamais particulièrement montré agressif sur le référencement. En 2020, bon bah, on n'a jamais autant dépensé en SEO que les années précédentes. Donc clairement, ça a montré un pivot vers la manière de se démarquer sur le web. Le deuxième aspect, c'est la performance de navigation. Donc, c'est comment on passe finalement d'un site qui est survisité, là où on a une expérience UX qui doit être absolument irréprochable, une vitesse de navigation, des fonctionnalités fluides, et ben, ça nécessite d'avoir une capacité, une puissance, une force de frappe d'un point de vue serveur et offrir finalement les services web de manière largement plus, comment dire, industriel que ce qu'on pouvait avoir précédemment. Et donc, ça veut dire quoi? On va parler effectivement d'upscaling, de cloud. Et donc, là encore, en 2020, notre site a entièrement basculé sur Google Cloud avec de la scalabilité, de la haute disponibilité entre différents data centers, ce qu'on avait déjà, mais du coup, on s'est, je pense, largement professionnalisé encore pour pouvoir atteindre des niveaux de performance à la hauteur d'Amazon. Ce qui a été d'ailleurs le cas dans une des dernières études où le site web Leroy Merlin, alors pas sur tous les critères, hein, je vous rassure, mais sur certains critères, on a dépassé Amazon, ce qui est quand même une petite fierté. Autre techno importante, c'est finalement le mariage du physique et du digital, ce qu'on appelle l'omnicanalité, l'omnicanal. C'est comment on fait finalement pour un client habitant qui souhaite consommer un service avec finalement l'entreprise qui est à la fois dans le physique et à la fois dans le digital. Il faut finalement que l'ensemble des processus soit fluide, que je commence mon processus de manière physique et que je le termine du niveau digital et à l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on doit permettre finalement à un client de commencer son panier sur le web, arriver dans un magasin, compléter son panier et se faire livrer chez lui et non pas dans un magasin. Et donc finalement, il y a un travail énorme à mener sur refondre finalement les différents processus métiers, le tunnel de commande, et faire en sorte que l'expérience soit primordial. Finalement, peu importe la complexité que ça représente, il faut faire en sorte que pour le client habitant, l'expérience soit là et que finalement, ça devienne quasiment naturel, transparent et qu'il ne pense même pas d'ailleurs à la complexité qu'il peut y avoir derrière. Et donc ça nécessite finalement un vrai travail, pour le coup, en profondeur. En 2020, alors on avait déjà commencé depuis quelques années à faire de l'omnicanal. C'est pas fini et ça va continuer pour les 3 ans à venir. Mais clairement, c'est aussi le nerf de la guerre quand on doit adresser un service sur plusieurs médias. Et enfin, le troisième axe finalement qui est assez différenciateur, c'est les partenariats stratégiques. À partir du moment où on est face à un changement extrêmement rapide de méthode de consommation, qui est finalement provoqué par le confinement, en tout cas tout bêtement, et bien pour pouvoir accélérer et pour pouvoir démultiplier, pas dans 1 mois, pas dans 2 mois, mais tout de suite, des partenariats stratégiques se créent et sont nécessaires. Et donc ça nécessite très rapidement d'ouvrir son système d'information, d'échanger de la donnée et créer finalement de la valeur immédiatement parlant, tout en démultipliant notre capacité d'action. Et donc finalement, que ce soit sur la partie
cloudification de nos systèmes d'information, revue complète de nos processus et refonte du coup de la plupart de nos ABB, SBB, donc architecture business block, building blocks, bon bref, notre écosystème du système d'information, et en plus de construire des partenariats stratégiques avec notamment typiquement sur la supply et l'offre, eh bien, la cybersécurité a un rôle à jouer. La cybersécurité est un partenaire. C'est le point suivant, c'est de dire que finalement, quand on est dans une entreprise en pleine transformation, la cybersécurité est un partenaire métier qui est indispensable à cette transformation. Parce que finalement, le rôle de la cybersécurité et la raison d'être, ce qu'on incarne quand on opère au sein d'une entreprise, c'est avant tout pour assurer la promesse de ce qu'on souhaite délivrer, le service qu'on va délivrer au client. Et donc, ça veut dire que ce service soit tout bêtement disponible, soit à la hauteur des attentes du client, tout en garantissant la confiance qu'il nous a octroyée en nous confiant certaines de ses données, en nous confiant certaines de ses habitudes d'achat. Et donc, la cybersécurité, c'est le garant de cette confiance et le garant de cette promesse. Et donc, clairement, dans une phase de transformation, c'est un moment clé, un moment critique d'une entreprise, puisque quand on s'ouvre, quand on se transforme, quand on crée des partenariats avec des échanges de données, c'est à ce moment-là où on peut être vulnérable. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est pas d'avoir un joli document qui donne la liste de règles à respecter. Enfin, en tout cas pour ma part et ma perception du sujet, c'est d'avoir avant tout une approche qui est marquée par le sens. Le retail, contrairement à certains métiers finalement, c'est un business qui est très peu régulé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la Banque centrale européenne ou bien finalement, les différentes réglementations de santé vont pas nous imposer quoi que ce soit. À la limite, la seule réglementation sur laquelle on doit faire vraiment gaffe, c'est la RGPD. Et encore, c'est très récent. Mais au final, on est dans un écosystème très peu régulé. Et l'approche qui va avoir le plus d'impact, c'est clairement pas un joli référentiel, mais c'est faire comprendre le sens et la nécessité de mettre en place une approche par les risques et une protection finalement des systèmes d'information et des services qu'on opère. Et le sens est au centre de tout quand on aborde la cybersécurité au sein d'un retailer. Et voilà, au final, la cybersécurité, c'est pas une équipe qui prend son référentiel de règles et si finalement ce qu'on veut faire n'est pas dedans, et ben c'est non. Non, on fera pas et on vous explique ce qu'il ne faut pas faire. Au final, si on adopte une posture comme celle-là, c'est comme ça qu'on crée du shadow IT. Hein, on l'a évoqué juste avant. L'objectif quand même d'une direction IT dans l'entreprise, c'est de contribuer à l'innovation métier. C'est d'aller vite ensemble, en partenariat. Et la cybersécurité, elle doit arborer cet étendard. Donc, clairement, l'objectif, c'est aider l'entreprise à prendre des risques maîtrisés. Parce qu'une entreprise qui ne prend pas de risques, c'est une entreprise qui meurt. Toute start-up, ne serait-ce qui démarre, elle prend des risques. Une entreprise, aussi grosse soit-elle, et c'est Jeff Bezos qui l'évoque, hein, une grande entreprise prend de grands risques pour survivre. Et donc, c'est des risques compétitifs, attrait à la compétition, c'est des risques d'innovation, des risques financiers. Un risque cybercriminel, c'est l'un des risques, du panel de risques finalement que le DG est amené à gérer au quotidien. Et finalement, en tant que partenaire métier, notre rôle, c'est d'éclairer les décisions de l'entreprise pour certaines fois prendre des risques et d'autres les mettre sous contrôle. Et c'est avant tout aider l'entreprise à avancer et innover. Alors du coup, il y a des défis, hein, c'est-à-dire cette posture finalement qui consiste à dire que la cybersécurité, bien sûr, il y a des normes, bien sûr, il y a des pratiques, mais l'objectif, c'est pas d'être en compliance à un joli document. L'objectif, c'est d'accompagner l'innovation et l'accélération. Et donc, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait il y a de ça 15 ans ou 10 ans. On ne peut plus être, par exemple, tout bêtement arrivé à la fin d'un projet au moment de l'homologation pour regarder si ce qui va être délivré dans une semaine est sécurisé. Ça ne marche pas. Quand on veut accélérer son delivery, on fait quoi? On fonctionne en mode agile. On a des pipelines de delivery. On délivre par des sprints de 2 semaines, voire potentiellement on délivre des changes plusieurs fois par jour.
Comment on fait de la sécurité dans ce genre de cas? Ben, on doit apprendre à se transformer et à fonctionner différemment dans une entreprise qui elle-même fonctionne différemment. Il y a globalement 3 leviers que je voulais évoquer avec vous. Le premier levier, je l'ai spoilé tout à l'heure, c'est le sens. C'est-à-dire que finalement, quand on est une entreprise libérée comme Leroy Merlin, et nous sommes une entreprise particulièrement libérée, on autonomise la personne, on donne le pouvoir d'innovation à chaque équipe et à chaque métier. Et donc, quand on est dans ce mode de travail-là, la contrainte ne marche pas. Ce qui marche, par contre, c'est expliquer, faire de la pédagogie dans un premier temps, et ensuite responsabiliser à tous les niveaux. Au niveau du collaborateur, au niveau du responsable d'application, au niveau du manager, au niveau du directeur. Ça va, bien sûr, alors c'est à grand pouvoir, grande responsabilité. Hein. Donc clairement, on va leur donner le pouvoir d'aller vite, le pouvoir d'être agile, le pouvoir de délivrer en prod des changes tous les 2 jours, voire moins. Mais ça leur nécessite d'être responsables dans la sécurité de leurs produits. Donc ça, c'est le premier levier, c'est la responsabilisation à tous les niveaux. Le deuxième levier consiste à nous automatiser, à ne plus fonctionner, par exemple, par des audits one-shot, c'est-à-dire que je vais aller lancer un appel d'offres, sélectionner une boîte d'audit et auditer pendant une homologation. Ça ne marche pas. Je ne peux plus, quasiment plus, me baser sur des hommes, sur des process, on va dire, one-shot, on demand, pour pouvoir mettre en place de la sécurité dans un environnement qui change constamment. Et donc, ça veut dire avoir la nécessité de trouver une manière d'automatiser les contrôles de cybersécurité et d'intégrer ces contrôles au cœur même des pipelines d'intégration et de delivery. Donc, on parle de DevSecOps, c'est faire en sorte que la sécurité se place au cœur des devs, au cœur de l'Ops, et donc finalement soit au cœur du DevOps. Donc, ça veut dire que ces contrôles sont placés de manière automatisée dans les rituels. Potentiellement, d'ailleurs, une application peut se voir contrôler, enfin scanner, je peux parler de scan plutôt de contrôle, se fait scanner plusieurs fois par jour. Typiquement, aujourd'hui, à Leroy Merlin, une application sensible se fait scanner sur son code source, sur sa configuration Google Cloud, sur ses mots de passe et sur ses OS et middleware, ou la configuration Docker associée. Ce qui fait que j'ai 4 contrôles réguliers, à minima une fois par jour, et je sais donner facilement à l'équipe produit des indicateurs terrain, quasi temps réel, du niveau de sécurité de ce qu'il délivre. Et après, on peut intégrer ces contrôles dans les pipelines pour en faire, par exemple, des contrôles de rejet ou des contrôles d'acceptation. Voilà. Et donc, cette capacité à automatiser va permettre à la cybersécurité d'être industrialisée et de permettre l'agilité au sein d'une entreprise. Le troisième levier, parce qu'une fois qu'on a donné finalement la responsabilité à quelqu'un, qu'on donne un outil qui permet ou un dashboard qui permet de se piloter, il va quand même manquer quelque chose de crucial, c'est la compétence. Cette compétence-là, elle ne peut pas être la chasse gardée de l'équipe sécurité. On doit démultiplier la compétence, on doit aider une équipe produit. D'ailleurs, en fait, quand on parle de squad, on parle généralement de squad pluridisciplinaire dans lequel on va retrouver des compétences de dev, d'ops, du I, du X, de Scrum, de sécurité. Et donc, on va former, on va accompagner la montée en compétences des équipes produits pour qu'elles deviennent autonomes et responsables donc sur leur propre cybersécurité. Et avec ces 3 leviers-là, on va permettre d'agir en profondeur sur l'organisation pour la transformer sur la durée et pas finalement faire quelque chose de court terme qui va marcher peut-être pendant 1 an ou 2 et qui après va s'étioler au fur et à mesure. L'objectif, c'est que finalement, l'équipe sécurité, elle pourrait potentiellement ne plus être là demain et que l'entreprise reste sécurisée dans la durée. C'est ça l'objectif. Au-delà finalement de la nécessité d'accompagner l'agilité et l'innovation dans l'entreprise, on a un deuxième défi. Ce deuxième défi, c'est être en mesure, de faire face à la cybercriminalité. La cybercriminalité, elle est de plus en plus innovante, elle est de plus en plus nombreuse, elle est de plus en plus lucrative. On l'a évoqué encore précédemment avec quelques stats. Cybercriminel, ça rapporte. Bon, malheureusement, il y a de plus en plus d'exemples de personnes qui sont attrapées, et donc heureusement, ça veut dire que d'une certaine manière, on arrive
à correctement répondre et investiguer. Mais pour une entreprise, alors comme Leroy Merlin, ou d'ailleurs toute entreprise en France, il y a un vrai challenge qui consiste ne serait-ce qu'à détecter une attaque. Parce que, alors oui, il y a des attaques opportunistes qui sont finalement, c'est quasiment il y a des exemples tous les jours et finalement, c'est une attaque opportuniste va se baser sur des fondamentaux de sécurité qui ne sont pas respectés. Donc, réussir à éviter une attaque opportuniste, ça consiste assez simplement à mettre en place des pratiques dont on parle depuis 20 ans. Donc, la proactivité est facile pour les attaques opportunistes. Par contre, les attaques qui, elles, sont ciblées avec des groupes cybercriminels qui vont aller attaquer le retail, il en existe. Là, on a une vraie complexité à détecter. Et au-delà de détecter, il faut aussi entraîner les équipes à réagir pour pouvoir finalement minimiser l'impact. Enfin, on le dit tout le temps, hein, il ne s'agit pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Et donc, finalement, la grande question, c'est pas de savoir. Oui, il faut mettre de l'argent, bien sûr, pour être proactif et surtout protégé, pour éviter d'être une cible facile. Par contre, attaquer, on le sera. Et donc, si on l'est, comment je m'assure de le détecter le plus tôt possible et réagir également le plus rapidement possible, quasiment en réflexe, pour pouvoir minimiser l'impact. Et donc là, la stratégie, elle est facilement assez logique. Hein. La première des aspects, c'est de connaître son ennemi. Moi, je suis un retailer français, Leroy Merlin France. Eh bien, qui sont les personnes ou les groupes cybercriminels qui visent le retail français? Quelles sont leurs techniques? Quels sont leurs modes opératoires? Quelles sont leurs motivations? La motivation, c'est facile, c'est essentiellement l'argent. Et donc, à partir du moment où je connais mon ennemi, il y a une deuxième étape qui est de surveiller Internet, c'est-à-dire de regarder si finalement je vais pas voir dans des forums, sur Facebin, sur finalement, est-ce qu'il y a un bruit de fond qui laisse penser à une attaque en approche, soit contre moi, Leroy Merlin, soit contre tout simplement la France, et que finalement ma marque est représente d'une certaine manière la nation. Enfin, en tout cas, je peux être une cible de quelqu'un qui vise à nuire à la France dans sa globalité. Donc, à partir du moment où je connais mon ennemi et je connais ses techniques et je suis alerte sur Internet par rapport à des signaux d'attaque, j'ai déjà un premier axe qui est extrêmement percutant pour pouvoir me préparer à une attaque. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, mais aussi finalement la corrélation. Je vais pouvoir aller, à partir du moment où je connais les motivations d'un attaquant, je vais pouvoir élaborer des scénarios d'attaque. Ces scénarios d'attaque vont par exemple être métiers. Par exemple, si quelqu'un veut détourner de l'argent dans mes paiements aux collaborateurs, et ben, pour faire ça, notamment, il doit changer un ou plusieurs IBAN ou des centaines d'IBAN de mes collabs. Bon, bah j'ai donc un scénario métier en tête. Je vais pouvoir mettre une trace. Je vais pouvoir créer des logs dans l'ensemble de mes applications qui traitent de l'IBAN pour détecter les changements et potentiellement détecter qu'est-ce qui est un changement habituel d'un changement inhabituel. Je vais pouvoir aussi faire ça sur des traces plutôt techniques, puisque je connais leurs outils, leurs techniques et leurs procédures. Donc, je vais pouvoir dire, OK, donc tel groupement cybercriminel va commencer par attaquer par un email, ensuite va se propager jusqu'à l'Active Directory, pour ensuite rebondir sur le système de paiement. Du coup, là, j'ai un modus operandi. Je vais pouvoir là aussi corréler des traces techniques en plus de mes traces métiers. Et tout ça, le machine learning, l'IA, font partie des technologies qui permettent d'avoir de l'efficacité, mais également de la rapidité dans la détection des signaux faibles à travers des traces et métiers et IT. C'est important d'avoir les deux parce qu'on ne peut pas tout surveiller. Si on essaye d'avoir la totalité des traces de tout le système d'information, non seulement on aura des faux positifs, mais en plus on sera complètement noyé dessous. Et on n'aura aucune possibilité de percevoir le vrai du faux. Donc, il faut savoir essentialiser, et on essentialise en connaissant son ennemi et ses techniques d'attaque et sa stratégie finale. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir entraîner ses réflexes. On va pouvoir automatiser la réaction. Donc, automatiser la réaction, il y a pas mal de technologies, notamment le SOAR, qui va permettre, à partir du moment où on a
à partir du moment où on a un événement qui est représentatif d'une machine qui est infectée ou d'une attaque, on va pouvoir déterminer quelle est la réaction immédiate, automatisable, pour pouvoir contenir cette attaque. Pas forcément l'éradiquer, mais à minima, contenir son champ d'impact. Et le fait d'entraîner les équipes va être crucial derrière. Et quand je dis les équipes, je ne parle pas que des équipes cybersécurité. Ça va être le support informatique, les équipes infra, les équipes système, les équipes réseau, les équipes identité, les équipes cybersécurité. Et ensemble, on doit entraîner régulièrement nos réflexes pour pouvoir être particulièrement réactif et en synergie, en fonction comme une seule et même équipe lorsqu'un incident cybersécurité arrive. Voilà. Excusez-moi, Monsieur Couchet, je me permets de vous alerter par rapport au délai. Je vous propose de clôturer. Très bien. D'ici une minute, peut-être. Ah ben très bien, ça va être. Je peux relever le challenge. Donc en conclusion, ce que je voulais vous partager avec vous, c'est que la cybersécurité est un enjeu qui est non pas la chasse gardée d'une équipe, c'est un enjeu transversal d'entreprise qui revêt, en plus de la nécessité d'exister, un challenge de transformation humaine et numérique, transformation des hommes au plus profond de l'entreprise, faire en sorte que toute personne, tout collaborateur, tout manager, tout directeur a un enjeu de sécurité à aborder, et bien sûr dans les systèmes d'information eux-mêmes, tout ça au service, bien sûr, de l'entreprise, mais surtout de la confiance client et du bénéfice qu'on veut délivrer à nos clients. Merci à tous pour votre attention.